Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont de nouveau reculé sous le poids de la hausse des prix de l'énergie, le baril de pétrole ayant rebondi au-dessus de $100, alors que l'Iran semble déterminé à bloquer le détroit d'Ormuz en réponse aux frappes israélo-américaines. On y revient bien entendu en détail dans un instant dans le trend des marchés avec notre experte Caroline Palumbo. Sur Euronext Bruxelles, Azelis a bondi dans le sillage du secteur chimique soutenu par des discussions concernant un gel du marché européen du carbone. Orindis Bankup s'est illustré. Du côté des baisses, Argenix est de nouveau resté à la traîne alors que le titre affiche un recul de 15% depuis le début de l'année. CMB Tech a aussi connu une séance difficile en raison des craintes entourant le fret pétrolier. La nouvelle du jour donc, on en a parlé dans ce journal, c'est le pétrole qui franchit à nouveau la barre symbolique des $100 le baril. En cause, ces nouvelles attaques contre les infrastructures pétrolières des pays du Golfe. C'est la thématique qu'on analyse tout de suite en compagnie de notre experte Caroline Palumbo. Bienvenue Caroline. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Le déblocage des réserves décidé par l'Agence internationale de l'énergie ne suffit donc pas, visiblement, à rassurer les marchés. On vient de le voir d'ailleurs. Ça veut dire qu'il fallait agir ? Ah oui, clairement. En fait, la décision, elle a été prise d'ailleurs à l'unanimité par l'ensemble des pays membres. On parle de 400 millions de barils complémentaires par jour. C'est le plus grand déblocage de son histoire et c'est plus de 2 fois plus qu'en 2022. Rien que les États-Unis débloquent 175 millions. Ça correspond à peu près à 40% de leurs réserves, mais des réserves qui sont supérieures aux attentes. Donc, il a été publié quand même récemment supérieur aux attentes. Alors, concrètement, c'est quoi ces 400 millions de barils ? C'est à peu près 20 jours de transit par le détroit d'Ormuz. Ouais. Alors, ça donne un peu de marge, c'est vrai, mais ça ne suffit pas parce que beaucoup de calculs démontrent qu'on est probablement encore à 8 millions à peu près en dessous de ce qu'il faudrait. Oui, c'est ça. Alors cette décision, en tout cas, elle démontre cette position stratégique de ce fameux détroit d'Ormuz, mais aussi l'urgence de débloquer ce transit. Alors, des solutions d'escorte de navires ne sont encore pas envisagées pour l'instant, même si Donald Trump aimerait bien. Par contre, il y a des levées de restrictions à l'export. Quels pays pourraient être les plus fragilisés économiquement ? Mais clairement la Chine, dans un premier temps. La Chine, c'est le premier importateur mondial de pétrole. C'est une économie qui est industrielle. L'essentiel de son pétrole vient de l'Iran et une grosse partie, d'ailleurs, passe par le détroit d'Ormuz. D'ailleurs, l'Iran cherche à sécuriser l'approvisionnement. Maintenant, la Chine, il faut savoir que plus de 50% de son énergie repose sur une production locale qui est faite à partir de charbon. Alors, d'un autre côté, on a aussi l'Europe, dont on connaît la fragilité liée à son importation d'énergie. Et plus de 60% de l'énergie qui est consommée en Europe est importée. Tout cela est évidemment à mettre en lien avec un programme de transition énergétique qui est très vigoureux, mais qui a entraîné un désinvestissement dans l'énergie fossile. Et donc, oui, l'Europe, pour l'instant, est vulnérable. Oui, Caroline Palumbo, l'Europe est quand même bien plus avancée que de nombreuses économies dans sa transition énergétique, comme on vient de le dire. Mais elle a pas mal investi, mais est-ce que ça va la fragiliser du coup ? Alors, je dirais qu'à moyen terme, probablement pas. Il faut savoir que la transition énergétique européenne, elle est voulue à la fois par le monde politique et le monde civil. Ouais. Donc, ça crée une belle cohésion. Alors, beaucoup d'investissements décidés ici tout récemment n'ont pas encore vraiment été libérés. Le mix énergétique est en train de se diversifier lentement. Mais il y a un autre élément important, c'est que les prix du pétrole, ça augmente aussi l'inflation potentiellement. Or, on est quand même en deçà des 2% en Europe. Donc, voilà, on a un point de départ qui est moins préoccupant. Mais ce n'est pas le cas des États-Unis. Ah non, pas du tout. Et les États-Unis, eux, avoisinent une inflation de l'ordre de 3% à peu près. Alors, c'est vrai que les autorités monétaires, en tout cas, ont l'air de ne pas trop s'en préoccuper. On a quelques signes de ralentissement avec des destructions d'emplois en janvier, un chômage qui monte timidement à 4,4%. Le pays est aussi moins dépendant énergétiquement. Donc, de manière générale, on sent que la Banque centrale a plus de marge de manœuvre pour baisser les taux d'intérêt. Mais attention, le consommateur américain est extrêmement consommateur d'énergie fossile et la hausse des prix du pétrole pourrait être bien plus impactante pour les États-Unis que la crise en Ukraine en 2022. Oui, c'est ça. Alors,
On se rend bien compte qu'il y a évidemment des dommages humains énormes dans ce conflit, mais est-ce que finalement c'est pas l'Iran elle-même qui pourrait en être victime de cette situation? Alors si on regarde le marché du pétrole mondial, l'Iran c'est un petit producteur, c'est moins de 5%. En revanche, la rentabilité du secteur, elle est cruciale. C'est entre 30 et 60% des revenus de l'État qui reposent sur la rentabilité de ce secteur-là. Mais quand je dis entre 30 et 60, ça veut dire que c'est très fluctuant. Et ça, c'est lié à la politique d'embargo des 10 dernières années. Mais il y a un autre élément fondamental, c'est que c'est la principale source de revenus dans des devises étrangères. On sait à quel point les devises étrangères, c'est important pour les pays émergents. Donc on est vraiment dans une vraie guerre de nerfs pour l'instant. Ouais. Alors un grand vainqueur quand même, un vainqueur économique dans cette histoire, ça reste le dollar. On dirait qu'il a finalement retrouvé ce statut de valeur refuge. Oui, clairement, cette année-ci, il faut savoir, il ne faut pas oublier que c'est la devise la plus échangée au monde, 60% des réserves mondiales. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui peuvent faire bouger le dollar. Il y a la confiance probablement retrouvée par rapport à ce qu'on avait vécu en 2025. La balance commerciale, le fait d'importer davantage que ce qu'on exporte, ça peut faire bouger les choses, mais aussi, surtout, le différentiel de taux. Et là, on voit bien que le différentiel avec la zone euro est plus faible pour l'instant que ce qu'on a connu. Nous, on voit le dollar évoluer autour de 1,14 à 3 mois. Mais à moyen terme, donc une année, on pourrait retrouver un cours de l'ordre de 1,20, qui est un cours qui est plus aligné sur une tendance structurelle de dollars baissier, lié à plus d'importations. Donc c'est ce que pronostiquent aujourd'hui les marchés. Et ma foi, c'est une assez bonne nouvelle pour l'investisseur européen, puisque ça fait monter son portefeuille quand même. Merci pour cette expertise, cette analyse aujourd'hui, ce jeudi 12 mars, qui pourrait encore changer évidemment. Tout dépend de ce qui va se passer dans ce fameux détroit d'Ormuz, parce que en effet, ces navires pourraient être escortés dans les heures à venir. Et j'imagine que ça changera de nouveau toute la donne. Effectivement. En effet. Oui. Merci à vous, Caroline Palumbo, et merci pour toutes ces années passées à nos côtés. Vous partez vers d'autres défis, un autre job. Mais merci en tout cas d'avoir été à nos côtés pour vos analyses, vos diverses analyses. À tout bientôt. À bientôt. Et bon vent pour la suite. À bientôt. C'était le Trends des marchés du jour. Merci de nous suivre.